et merci encore d'être avec nous. On vous a fait patienter parce que, comme je vous l'expliquais, on attendait quelques amis invités, quelques auteurs que je salue très fortement. Il y a Alain qui est là, que je vois de loin, Alain Mabankou, Louis-Philippe d'Alembert, je vois qui d'autre, Touafat Mouhtar. Bref, tous ceux que vous allez rencontrer dans les jours qui viennent, et je les salue et je leur souhaite la bienvenue. Ce soir, donc, on termine par cette leçon inaugurale avec un grand monsieur, monsieur Souleymane Bachir Diane. Souleymane est philosophe, et plus qu'un philosophe, c'est un penseur d'aujourd'hui qui compte, qui porte la voix du continent à travers tous les continents, si j'ose dire, et qui apporte une véritable valeur ajoutée à la pensée africaine contemporaine. Je lui laisse tout simplement la place puisqu'il est là. Hop, allez, ah oui, ça marche. Il y a moins d'une semaine, vendredi dernier, s'éteignait chez lui à Cotonou le philosophe paulin Jidénou Huntonji. Ce que notre Afrique, ce que le monde philosophique dans son ensemble doit à Paulin est immense. Il est l'auteur d'une œuvre qui aura tout simplement établi ce que signifie la présence africaine en philosophie. Voilà pourquoi je me devais de dire un mot pour m'incliner devant la mémoire d'un grand frère, d'un mentor, qui a pris aujourd'hui place parmi les grands morts que nous maintenons vivants sur notre continent. Et quelle meilleure circonstance pour le faire que ce lieu qui est rendez-vous de la création et à l'occasion d'une leçon inaugurale, un intitulé qui m'honore grandement, en même temps qu'il m'intimide au plus haut point. Alors, mille merci, cher responsable du FLAM, cher Younes, pour l'invitation qui m'a été adressée à donner cette leçon. Et pardonnez-moi, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, si en fait de leçon, ce que j'ai à vous offrir sur le thème qui m'a été proposé, penser un récit africain du monde, est une méditation qui m'est venue lorsqu'il y a quelques jours, je me suis rendu à Marseille pour répondre à une invitation du MUSEM à participer à une conférence dont le thème était « Une autre histoire du monde ». Ce thème était également celui de la magnifique exposition pensée et réalisée par Pierre Singaravelou, Fabrice Argounès, géographe, Pierre est historien, et Camille Faucourt, qui est curatrice, responsable de musée de son État. Le propos général de l'exposition et de la conférence était, comme l'écrivent les trois auteurs dans le texte qui ouvre leur catalogue, je les cite, de s'affranchir de la perspective européocentrée en privilégiant les points de vue des sociétés longtemps invisibilisés par l'historiographie occidentale. Fin de citation. Rien n'exprimait mieux ce propos que le message du tableau que les curateurs avaient choisi de placer à l'entrée de l'exposition. Le tableau prêté par le Louvre, et jusque-là il avait été oublié dans les réserves du musée, était une œuvre du début du XIXe siècle, peint par Alexandre Véron Bellecour. Ne cherchez pas, il n'est pas célèbre, son tableau non plus, il n'était pas célèbre, et portant pour titre
allégorie à la gloire de Napoléon, Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne. Alors, je vais me livrer à cet exercice très compliqué qui consiste à essayer de vous faire visualiser un tableau avec simplement les mots, puisque ce sont eux qui sont à ma disposition. Alors, la muse de l'histoire, Clio, comme vous le savez, est la muse de l'histoire, et donc cette muse de l'histoire sur le tableau apparaît véritablement comme un griot de Napoléon. Vous le savez, le pouvoir, le vrai pouvoir, ne parle jamais fort. Le pouvoir ne crie pas, il murmure. Et le griot est celui qui est chargé d'être son porte-voix et son haut-parleur. Sur ce continent, on le sait très bien, les gens de pouvoir, en général, simplement grommellent et disent dans leur barbe quelque chose, et le griot, qui est l'éloquence faite personne, a la charge de transformer le murmure inaudible en une parole historique. C'est ainsi que sur le tableau, Napoléon lui-même est carrément muet, puisqu'il n'est pas là en personne. Ce qui représente Napoléon, c'est simplement un buste posé sur une table, un buste de marbre qui porte comme inscription la fameuse parole « Veni, Vidi, Vici », parole qui assimile donc Napoléon Bonaparte à Jules César et marque la continuité entre l'Empire français et l'Imperium romain. Et c'est à Clio, une Clio qui est assise nonchalamment sur une seule fesse, sur la même table où trône le buste de Napoléon. Et c'est à elle donc qu'il revient de dire l'universelle grandeur de l'empereur. Et elle le fait d'abord en donnant à lire une tablette qui porte une liste des hauts faits de Napoléon le Grand. Et sur le tableau, on la voit tenir dans sa main droite un stylet qui manifeste que la liste des hauts faits de l'empereur n'est pas close, que l'histoire avec H majuscule, c'est-à-dire française et universelle, dont l'empereur a tracé les premières lignes, continuera de s'écrire en déroulant le récit de soi de l'Europe. Déplaçons maintenant le regard. Je vous invite, maintenant que vous avez visualisé le buste, Clio nonchalante, le stylet à la main et tenant la liste. J'espère que vous voyez. Déplaçons maintenant le regard sur un autre coin du tableau où un groupe bariolé de personnages venus des 4 coins du monde est représenté. Il y a là un Russe reconnaissable, ces personnages sont tous reconnaissables à leurs traits et à leurs costumes, et on voit qu'il y a là un Russe, un Mandchou, un Arabe, un Amérindien, et presque caché, on peut distinguer en arrière-plan un Africain noir. Le sens de l'allégorie, une fois qu'on se figure la totalité de ce tableau, le sens de l'allégorie est clair. Il est demandé au peuple de la terre de venir reconnaître le récit impérial de l'universalisme européen et de s'assimiler à lui autant que possible. S'assimiler, c'est-à-dire devenir un personnage du roman qui est ainsi raconté par Clio, porte-parole de l'empereur. S'assimiler autant qu'on peut le faire, ceci est un propos que l'on trouve dans toute la pensée de l'universalisme, jusqu'au philosophe Edmund Husserl, par exemple, qui dira plus tard que l'Inde, pour prendre cet exemple, que l'Inde a toutes les raisons de s'européaniser, tandis que l'Europe
si elle comprend sa propre destinée et si elle garde la pleine conscience de cette destinée, n'aurait aucune raison de s'indianiser. Ainsi que le note Pierre Singaravellu, Patrice Argounès et Camille Faucourt, les auteurs donc, du catalogue et les curateurs de l'exposition, ainsi qu'ils le notent dans la lecture qu'ils font de cette allégorie à la gloire de Napoléon, les nations qui ont été ainsi évitées ont pourtant sur le tableau des expressions qui ne semblent pas être la subjugation attendue par Clio, porte-parole de Napoléon. Peut-être les représentants de ces nations pensent-ils alors à leur propre récit du monde qui va décentrer celui que leur sert la muse de l'histoire, qui n'est muse, encore une fois, que de l'histoire européenne. Supposons alors, je vous demande un immense effort, après un effort de visualisation, maintenant un effort d'empathie, et je vous demande que nous puissions entrer dans l'esprit de notre représentant, nous autres Africains, à cette rencontre qui a été convoquée par Clio et que nous puissions pénétrer dans sa cervelle et déchiffrer le récit qui lui vient à l'esprit en étant présent à cette convocation de Clio. Pour bien comprendre le récit que l'Africain de l'allégorie oppose à celui de Clio, examinons plus avant le message que porte le tableau. Napoléon est la figure de l'universalisme français d'abord, européen ensuite. Il est censé être celui qui, tout en mettant fin à la période de soubresaut qui a suivi la Révolution française, a exporté dans toute l'Europe les valeurs que portait cette Révolution française. D'une main, il arrête ce que le général de Gaulle appellera la chienlit, mais de l'autre, il construit véritablement l'héritage de la Révolution française et c'est cet héritage universel, universaliste et universel qu'il va porter au reste de l'Europe. La première de ces valeurs étant paradoxalement la liberté, alors même que l'empereur et son armée de grognards étaient des conquérants. La légende fait de Bonaparte celui qui, en effet, a libéré les peuples d'Europe du despotisme. Et c'est ainsi que Jean Ferrat chante, je le cite, je vous l'aurais chanté si j'avais la voix de Seynabou, mais je n'ai que la mienne et quelque peu enrouée. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Vous vous souvenez de ces paroles de Ma France de Jean Ferrat, et je vous avouerai, je ferai la confession, que la France que chante Jean Ferrat, c'est aussi la mienne, c'est celle que j'aime. Eh bien, si il y a ce message qui est porté par le tableau, notre représentant, l'Africain du deuxième plan, qui est en train de construire son récit, doit penser à cet universalisme-là qu'il a sous les yeux, puisque Clio lui donne la liste des hauts faits de Napoléon. C'est Hegel, lui aussi, qui a vu en Napoléon, comme Clio, l'histoire universelle incarnée, et vous le savez, il a parlé de l'empereur en une image célèbre comme de l'esprit du monde monté sur son cheval. Il y a cette phrase célèbre de Hegel qui dit qu'il a vu passer, c'était à Iéna, quand l'empereur est entré avec son armée de grognards, qu'il était lui-même penché à sa fenêtre et qu'il a vu passer sous ses yeux l'esprit du monde monté sur son cheval. Eh bien, parlons justement de Hegel. Dans le même temps,
Donc nous parlons des 3 premières décennies du XIXe siècle. Dans le même temps où notre peintre Alexandre Véron-Bellecourt peint son allégorie, Hegel traduit sur le plan philosophique la même notion d'un universalisme européen qui va se traduire par la projection sur le continent africain d'un récit qui en prépare la colonisation. Le récit de l'Afrique que produit également Clio est à entendre alors au sens d'un récit sur l'Afrique. C'est ce que se dit dans un premier temps notre représentant, l'Africain noir du tableau. Il constate que dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, Hegel procède à une véritable vivisection de l'Afrique. Il détache, on le sait, l'Égypte pour la rattacher à l'Asie. Il détache le Maghreb pour en faire un prolongement colonial au sud de la Méditerranée de l'Europe, et il évacue d'un revers de main ce qu'il appelle l'Afrique proprement dite. Alors, notre représentant voit que ce cours de Hegel préparait le récit colonial de l'Afrique. Car premièrement, Hegel salue en 1830 la prise d'Alger par la France comme étant la préfiguration de la capture du continent par un récit impérial. Et deuxièmement, il établit, et c'est le plus important, et c'est à cela, ce point que je voulais en arriver, il établit ce que doit être le récit sur l'Afrique, ce que doit être donc le savoir de l'Afrique par l'Europe. Et pour cet aspect épistémologique des choses, pour ce qui est de la constitution d'un savoir sur l'Afrique avant et en même temps qu'un récit sur l'Afrique, il faut se rappeler que notre empereur Napoléon, lors de l'expédition d'Égypte, quand il met les pieds donc en Afrique, a amené avec lui des savants et qu'il a aussi, et c'est important, intégré à son propre roman impérial cette expédition et l'islam, la religion islamique elle-même. Ainsi que le raconte l'excellent livre du philosophe Mohamed Amer Méziane, Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation, Napoléon se présente comme l'empereur d'une France musulmane avant que cette notion devienne une notion utilisée pendant la période proprement coloniale. Deuxièmement, donc ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, le démembrement de l'Afrique auquel procède ainsi Hegel, selon une ligne de partage qui est le Sahara, va imposer sur le continent africain l'épistémé qui fait de celui-ci un monde fragmenté, qui va créer le récit de l'Afrique, c'est-à-dire le récit sur l'Afrique, comme le récit d'un monde fragmenté, où on aura au nord le déploiement d'une anthropologie orientaliste, et au sud du Sahara, on estimera que les sociétés relèvent d'une anthropologie africaniste, celle qui s'intéresse aux sociétés sans écriture. La division du travail qui s'effectue ainsi épouse véritablement, on le voit, le démembrement hegelien. Et une cinquantaine d'années après les fameuses leçons sur l'histoire de la philosophie, ce sera, on le sait, la ruée sur l'Afrique et la fragmentation du continent ad maiorem Europae gloriam. Voilà le récit impérial que Griot de Napoléon Bonaparte a posé comme une chape
sur l'Afrique. Et voilà le récit contre lequel notre représentant sur le tableau comprend que l'Afrique a le devoir de dire son propre récit, un récit qui est un récit de soi, mais aussi un récit du monde. On connaît le rôle important que ces historiens ont joué dans la reconstruction de son récit de soi. Pour citer un éminent historien du continent, mon compatriote et notre cher Anta Diop, il a rendu l'Afrique à l'Égypte et l'Égypte à l'Afrique. Mais la tâche, celui qui a probablement le mieux défini la tâche de ce récit, de la reconstitution ou de la constitution même d'un récit de soi qui soit également un récit du monde, eh bien cette tâche a été parfaitement définie par Aimé Césaire dans un texte de lui très peu connu, une réflexion qu'il a menée en 1962 dans une conférence donnée en Italie sur la civilisation africaine. Je voudrais de cette conférence citer assez longuement les lignes suivantes. Voici ce que déclare Aimé Césaire. L'Afrique, le continent blessé sans doute, entamé lui aussi sans doute, pauvre au surplus et dénué, mais intact dans ses profondeurs, et dont nous persistons à croire que l'on n'a pas encore su mobiliser toutes les richesses morales et intellectuelles. Oui, nous avons besoin, un besoin impérieux, un besoin vital, quasi physique de l'Afrique. Nous attendons l'Afrique, qu'elle se ressaisisse, qu'elle se domine, qu'elle se définisse, qu'elle s'affirme. Nous attendons l'Afrique, non pas une Afrique fantôme, selon l'expression de Michel Léris, mais une Afrique rénovée. L'Afrique essentielle, sûre que nous sommes qu'elle n'est pas seulement quémandeuse de crédit et mendiante de leçons, mais aussi porteuse de missions et, à sa manière, déifère. Ce n'aurait pas été une citation d'Aimé Césaire s'il n'y avait pas eu un mot inventé par lui, un néologisme magnifique, comme le néologisme d'une Afrique déifère. Alors l'Afrique qui se ressaisit, qui se définit et s'affirme, d'une part, c'est l'Afrique qui se remembre. Et de l'autre, l'Afrique dont Césaire dit qu'elle porte une mission, l'Afrique déifère donc, qui porte la divinité elle-même, comme Lucifer porte la lumière, c'est l'Afrique qui invite le monde à un humanisme pour notre temps. Et parlant d'humanisme pour notre temps, qui est le récit africain du monde, je voudrais citer ici Alioune Diop, le fondateur d'une revue qui porte bien son nom et d'une maison d'édition qui porte le nom de cette revue, que vous connaissez, c'est bien entendu Présence africaine. Deux mots qui sont très importants lorsque l'on parle d'un récit africain du monde. Cette simple expression, présence africaine, est l'expression probablement la plus heureuse qui ait signifié au monde après-guerre ce qu'il fallait entendre par un récit africain de soi. L'histoire n'est peut-être pas toujours connue, il est bon qu'on la connaisse. Présence africaine aurait dû s'appeler Découverte. La revue avait d'abord retenu comme étant son nom Découverte au pluriel. Il paraît même, Verdurin, qui est le biographe d'Alioune Diop, raconte cette histoire, que des posters avaient été déjà tirés portant le nom Découverte et que c'est au dernier moment, à la dernière réunion autour de Découverte, que le philosophe Jean-Paul Sartre a dit « mais pourquoi s'embarrasser d'un mot comme Découverte dont on nous demandera ce qu'il signifie. Après tout, la question aujourd'hui qui se pose, c'est la question de la présence africaine dans le monde. Appelons cette revue « Présence africaine ». Eh bien, c'est cela qui m'est revenu à l'esprit
lorsque mon ami Younes m'a demandé de parler de penser le récit africain du monde, parce que le récit africain du monde tient en ces deux mots, présence africaine. Voici donc la citation que je vous annonçais, et cette longue digression sur Alioune Diop. La citation est la suivante. « Notre volonté est de donner rendez-vous à l'Europe, au pays de l'universel. » Et c'est cela, au fond, si on y réfléchit, la signification d'une pensée du monde depuis une perspective africaine. On a dit, on le dit encore, que le décolonial est la pensée contre l'universel. Je crois que c'est se tromper sur la signification du décolonial et la signification de la décolonisation. C'est là une erreur. La décolonisation ne sera réelle que si elle est la mise en chantier d'un universel pour notre temps. Et il me semble, quant à moi, que c'est le message que doit porter l'Afrique. Une Afrique remembrée. Donc, remembrement, c'est un mot que je n'ai pas arrêté d'utiliser, qui est un mot plutôt rare. Eh bien, je voudrais m'expliquer de mon choix de ce mot en citant l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o. Ngugi wa Thiong'o écrit, c'est lui qui parle dans Something Torn and New, An African Renaissance, publié en 2009, c'est lui qui parle du remembrement de l'Afrique. Et ce faisant, il donne un écho à l'appel de Césaire pour la reconstruction du récit africain de soi contre la fragmentation intellectuelle et culturelle effectuée par le discours impérial. C'est ainsi que Ngugi wa Thiong'o nous invite à comprendre pour notre temps le mythe égyptien d'Osiris, sœur et épouse d'Isis. On le sait, je rappelle rapidement ce mythe. Isis est victime de son frère Seth, qui est jaloux de lui et jaloux de son pouvoir. Seth réussit par traîtrise à le tuer. Non seulement il le tue, mais il le dépèce, le coupe en morceaux, et ces morceaux, il les disperse aux quatre coins du royaume d'Égypte. C'est alors qu'Isis, sœur et épouse, Osiris, sœur et épouse d'Isis, va, avec l'aide de l'épouse de Seth d'ailleurs, patiemment retrouver et recomposer le corps d'Isis, qui alors revient à la vie. Mais lorsqu'il revient à la vie, il ne va pas se précipiter pour reconquérir le trône du pharaon. Il décide que son royaume sera désormais le royaume des morts et que c'est sur ce royaume-là qu'il souhaite régner. D'une certaine manière, c'est une anticipation de la parole christique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Eh bien, cette construction est importante. Cette construction effectuée par Ngugi wa Thiong'o à partir de ce mythe égyptien est ce qui donne toute sa signification à la notion qu'il utilise de Remembering Africa comme un programme. Remembering en anglais est un intraduisible. C'est ce que mon amie Barbara Cassin appelle un intraduisible. Car il y faut deux mots en français si on veut traduire Remembering Africa. Il faut le mot de remembrement. Donc vous voyez la signification de mon usage de ce mot encore et encore. Et il s'agit également d'effectuer une remémoration. Remémoration et remembrement en français sont les deux mots qui permettent de traduire remembering. Il s'agit donc de la reconstitution d'une mémoire en même temps que de la reconstitution d'une apparence physique, d'une configuration après le démembrement qui a été effectué. La tâche est celle d'un remembrement spatial, la reconstitution de l'Afrique comme continent, et d'un remembrement temporel, la reconnexion qui doit être la nôtre avec une mémoire africaine. Cela veut dire donc, d'une part,
que contre la fragmentation, il nous faut savoir renouer avec le panafricanisme tel qu'il fut continentalisé après la guerre. Et ici, je voudrais m'arrêter sur ce panafricanisme comme récit de soi de l'Afrique pour que le récit du monde de l'Afrique ait un poids dans le monde où nous vivons. Je sais qu'il y a, et nous savons tous qu'il y a aujourd'hui une espèce de panafricanisme très bizarre qui circule dans les réseaux sociaux, qui est un panafricanisme dont Senghor disait qu'il était davantage un pan-négrisme qu'un véritable panafricanisme. C'est un panafricanisme qui aujourd'hui semble être réorienté davantage vers le nouveau monde, comme on l'appelle, ce qui est une excellente chose, mais qui revient aussi à refragmenter le continent parce que cette orientation pan-nègre est un démenti, est une négation de la continentalisation qui s'est effectuée pour le panafricanisme. Rappelons-nous rapidement, brièvement, l'histoire du panafricanisme. Il commence en effet dans le Nouveau Monde. Il était probablement naturel que l'idée d'une Afrique une vint de ceux qui avaient été eux-mêmes arrachés au continent africain et qui par conséquent ne voyaient pas des pays ou des régions, mais la masse continentale qu'était le continent africain. Eh bien, ce panafricanisme-là a eu une fonction décolonisatrice importante. Et là, ce panafricanisme a organisé sous la houlette de penseurs comme Marcus Garvey ou comme W.E.B. Du Bois un certain nombre de congrès panafricains, jusqu'au congrès de 1945, qui a été le congrès de la rupture. Le congrès où W.E.B. Du Bois a véritablement passé le témoin, passé le flambeau à Kwame Nkrumah, qui allait être le père de l'indépendance du Ghana, comme vous le savez. Et ce passage de témoin signifiait la chose suivante: il fallait désormais continentaliser ce panafricanisme tel qu'il était né hors du continent et dans le Nouveau Monde. Le continentaliser, ça voulait dire deux choses. D'abord, qu'il serait la responsabilité des Africains du continent et non plus des Africains de la diaspora. Et deuxièmement, qu'il serait un panafricanisme non pas seulement des Noirs africains, mais de toute l'Afrique, du Cap jusqu'au Caire, comme disait Kwame Nkrumah, qui répétait encore une fois que ce panafricanisme-là devait nous enseigner à ne plus nous considérer comme, je le cite pratiquement mot à mot, Marocains, Tunisiens, Kenyans, etc., mais Africains avant tout. Ce remembrement est notre mission. Ce panafricanisme-là, nous devons en revisiter l'esprit, le revivifier et le revivre à nouveau et construire notre continent autour de ce panafricanisme parce que ce sera le moyen de surmonter le démembrement spatial, la fragmentation qui a eu lieu, retrouver ce qui était au fondement du message de Kwame Nkrumah, du message de Gamal Abdel Nasser sur la continentalisation du panafricanisme. Deuxième chose, le remembrement n'est pas seulement un remembrement physique, un remembrement spatial, c'est également un remembrement intellectuel. Il nous faut, pour un récit africain de soi, condition d'un récit africain du monde, comprendre véritablement la signification de notre histoire intellectuelle et de cette mémoire à laquelle nous devons de nouveau nous reconnecter. J'ai parlé de Hegel, ça semblait un petit peu loin de ce qui était mon propos, mais parce que je voulais en venir à ce point-ci, précisément, de la remémoration et de la reconstitution de notre histoire intellectuelle. Contre la fragmentation qu'il effectue, qui fera que le nord africain va relever de l'orientalisme et le sud du Sahara va relever d'une ethnologie des sociétés sans écriture, il nous faut prendre toute la mesure du fait que le Sahara n'a jamais été un mur entre deux mondes. Le Sahara a toujours été parcouru de routes transsahariennes. Le Sahara a toujours été un point de contact et une région par laquelle passaient toutes sortes de biens, toutes sortes de personnes, serviles ou libres,
et surtout passer des idées, passer des humains qui allaient d'un coin du monde islamique à un autre coin du monde islamique. Le Sahara était le symbole même d'une mondialité qui a été une mondialité islamique avant que la mondialisation impériale dont j'ai parlé à propos de Napoléon s'installe dans le monde. Eh bien, comprendre cela, c'est véritablement entendre l'histoire intellectuelle de notre continent et voir le développement de ce qu'aujourd'hui on appelle aux États-Unis, c'est une expression utilisée par un de mes collègues et de mes amis, Ousmane Khan, professeur à Harvard University, à la Divinity School de Harvard, les Timbuktu Studies, les études tombouctiennes. Et parce que nous avons là, dans ces études tombouctiennes, Tombouctou étant le symbole simplement de tous les grands centres intellectuels qui ont essaimé dans l'Ouest africain et qui étaient en parfaite continuité avec le nord de l'Afrique et au-delà du nord de l'Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée, avec le monde de l'Andalousie, eh bien, ces études tombouctiennes sont le symbole ici de cette continuité historique sur laquelle nous devons reconstituer l'histoire intellectuelle de notre continent, sur laquelle nous devons effectuer le remembrement épistémologique, cette fois-ci, de l'Afrique, et comprendre à ce moment-là quelle est notre histoire et pour comprendre quel doit être notre avenir. Je finis ce propos sur l'expression, sur le néologisme d'Aimé Césaire d'une Afrique déifère. Afrique porteur d'un message pour le monde, Afrique porteuse d'un récit pour le monde. Quel peut-il être ce récit? Je propose qu'il s'agisse du récit d'une humanisation continue du monde. On le dit, on le répète à l'envi, l'Afrique est berceau de l'humanité. Et on sait que récemment, des découvertes archéologiques ont montré que cette terre marocaine où nous nous trouvons est la terre où on a trouvé le plus vieux Homo sapiens, par exemple. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'après tout, on pourrait dire, oui, l'Afrique a été berceau de l'humanité, ensuite l'humanité est sortie d'Afrique et à sa sortie d'Afrique est allée inventer des civilisations ailleurs. Ce schéma-là n'est pas le schéma d'un récit du monde depuis la perspective africaine. Ce n'est pas simplement que ce continent est berceau de l'humanité, il est également matrice d'une humanisation continue du monde. Et c'est cela, le récit, me semble-t-il, du monde par l'Afrique, et c'est cela que Aimé Césaire entend par une Afrique déifère. Cette Afrique déifère qui procède à cette humanisation continue du monde, ça n'est pas une invention, c'est un fait. Si on veut simplement prendre un exemple, je prendrai cet exemple non plus maintenant dans les régions nord du Maroc, où on a trouvé l'Homo sapiens le plus ancien, mais le sud de notre continent, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a donné un exemple au monde de ce que peut signifier cette humanisation continue, de ce que peut signifier surmonter la fragmentation, le démembrement du monde pour aller vers une humanité partagée. L'Afrique du Sud a fait cela lorsqu'il s'est agi pour elle de sortir, par exemple, de la fragmentation qui était l'apartheid. L'apartheid, c'était le régime des tribus, c'était le régime qui disait que les humanités ne pouvaient qu'être juxtaposées, que l'humanité comme concept, comme notion, était une pure sommation zoologique à quoi ne correspondait rien du tout, et que les cultures humaines devaient être maintenues séparées et connaître des développements séparés. L'Afrique du Sud a inventé, créé, constitué à partir des ressources des langues bantoues un concept important qui est le concept de Ubuntu. Lorsqu'il s'est agi pour Desmond Tutu et Nelson Mandela de sortir de l'apartheid, ils ne l'ont pas fait de pièces juxtaposées, de briques et de brocs. Ils ne l'ont pas fait mécaniquement. Ils ont demandé simplement à leur peuple de sauter à pieds joints hors de la fragmentation pour entrer dans une nation commune.
et créer ainsi la nation arc-en-ciel. Et les ressources qu'ils ont trouvées, ils l'ont trouvée dans les langues bantoues et dans ce mot, Ubuntu, qui peut signifier, si on voulait le traduire en un seul mot avec des traits d'union, une co-humanité. L'idée que nous devons être humains ensemble et que je réalise mon humanité si l'autre aussi réalise sa propre humanité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un scepticisme profond chez les jeunes Sud-Africains devant l'Ubuntu. Devant les difficultés qui sont les leurs, ils se rendent compte qu'au fond, l'apartheid structurel, c'est-à-dire l'apartheid économique, règne encore en Afrique du Sud. Et souvent, quand on leur parle d'Ubuntu, ils sont les premiers à être excédés en ayant l'impression que ceci n'a pas fonctionné. C'est se tromper sur la signification d'un concept comme celui-là. C'était un concept régulateur, c'est-à-dire un concept qui pointe vers une direction, un concept qui pointe vers un horizon, un concept qui est une promesse avant tout et un appel à aller dans une direction déterminée. Et c'est ainsi qu'on comprendra le message d'humanisation que comportait cette notion, et ce n'est pas un hasard si cette notion a connu une universalisation immédiate. Cette notion est devenue aujourd'hui un concept universel de justice restaurative, de justice réparatrice. La compréhension que lorsque le désastre arrive, lorsque le crime est accompli, il est probablement préférable de regarder vers l'horizon, vers l'avenir et vers l'humanité qui est à réparer et à reconstituer pour que cet horizon nous dicte les actions que nous devons entreprendre aujourd'hui. Voilà le genre de concept dont nous avons besoin dans un monde comme le nôtre aujourd'hui où nous voyons les ethnonationalismes perpétrer les pires des crimes sous nos yeux en ce moment. Nous sommes à une époque où nous menons des guerres qui semblent des guerres tribales, des guerres moyenâgeuses, où chaque parti déclare que son existence même est en jeu, que la crise, que l'enjeu est un enjeu existentiel, comme s'il s'agissait pour une tribu d'en détruire une autre. Il nous faut sauter à pieds joints hors de la logique des tribus et entrer dans la logique d'une humanisation continue, dans la logique d'une humanité partagée. Et il me semble que cette leçon que l'Afrique du Sud a tirée de sa propre expérience est la leçon qu'elle offre, cette même Afrique du Sud, au monde dans son ensemble. Et il me semble qu'il y a là, en résumé, une sorte de métaphore pour dire que le récit africain du monde, aujourd'hui, doit être celui-là, l'invention d'un humanisme universel dont notre monde au XXIe siècle a besoin. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup, Souleymane, de nous avoir ouvert les yeux sur beaucoup de réalités et sur ce récit tant attendu, ce récit africain du monde, avec des références qui sont les références du continent et en perspective, effectivement, de la création d'une universalité vraiment universelle. Merci infiniment. Merci beaucoup.